Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, des observateurs qui s'expriment à propos du déroulement des scrutins du 2 décembre dernier dans notre pays. Dans l'ensemble, tout se serait passé sans trop de difficultés, malgré quelques défaillances constatées en certains endroits. Le gouvernement burkinabé veut réintroduire l'enseignement de l'éducation civique dans les lycées et collèges du Burkina. Une opération a été lancée ce matin dans ce sens par les ministres en charge de l'éducation nationale et des enseignements secondaires et supérieurs. Et puis je reçois pour vous dans ce journal le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel avec le professeur Alousseni Bretoudo. Il sera question de la tenue chez nous de la 28e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires et de l'initiative AGIE. La direction nationale de l'Union pour le progrès et le changement a rencontré les organes de presse cet après-midi même pour donner son point de vue sur le déroulement du scrutin du 2 décembre dernier. Le parti de Zéphirin Diabré a jugé entaché d'irrégularité. Les précisions dans ce reportage de Adama Koulibaly. Cette conférence de presse de l'Union pour le progrès et le changement UPC avait un seul objectif selon son président, attirer l'attention de l'opinion sur les conditions de déroulement du dépouillement du scrutin couplé du 2 décembre dernier. En effet, le jour même du scrutin et surtout les jours qui ont suivi, notre parti a observé un certain nombre de faits qui posent problème. Des présidents du bureau de vote ont interdit l'accès du bureau aux représentants des partis et certains partis même de la mouvance en sont plaints. Sous prétexte que pendant leur formation, on ne leur a pas dit que ces personnes-là avaient le droit de siéger dans un parti, dans un bureau de vote, ce que dit tout code électoral. Mais surtout plus grave, les représentants de notre parti et d'autres partis dans les bureaux de vote se sont vus refuser l'octroi des PV à la fin des dépouillements. Et comme vous savez, cette situation-là a été sciemment pour nous organiser, pour éviter ensuite toute possibilité de contestation. On leur a dit qu'il faisait tard, il faisait nuit, il n'y a pas de photocopieuse et qu'on ne pourrait pas leur donner ça. Des présidents de bureaux de vote ont gardé par devers eux des urnes et des PV pour ne les transmettre à certains CIA qu'au petit matin, sans qu'on ne sache très bien qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du dépouillement là et le moment où ils sont venus les rendre. Tout ça pour dire, et ça précède pour nous dire, que notre parti est quand même inquiet sur la manière dont se déroule la compilation des résultats dans la province du Kadiogo, notamment la transmission des résultats des bureaux de vote jusqu'aux CIA qui sont supposés en faire la compilation. Nous mettons en garde le pouvoir de la 4e République contre toute tentative de modifier les résultats sortis des urnes dans la province du Kadiogo. La direction nationale de l'UPC dit se réserver de ne pas avancer des chiffres quant aux différents résultats et attend le verdict de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les observateurs qui séjournaient chez nous dans le cadre de ces élections couplées commencent à livrer leur point de vue sur la tenue du scrutin. Ceux de l'UEMOA l'ont fait à la faveur d'une conférence de presse que nous relatent Ramatou Zida et Sié Sylvestre Da. L'équipe d'observateurs composée de 12 membres, dont 10 parlementaires et 2 membres de l'administration de l'UEMOA, est présente en terre burkinabé depuis le 20 novembre. Elle dit avoir suivi minutieusement tout le déroulement du processus électoral depuis le début de la campagne. Ces membres ont assisté à l'ouverture des bureaux de vote, suivi les opérations électorales ainsi que les dépouillements. L'heure est à présent l'appréciation générale de ce double scrutin, premier du genre au Burkina Faso. C'était une élection régulière, une élection fiable. On n'a pas remarqué les incidences qui peuvent mettre en cause la fiabilité de cette élection. Donc pour nous, nous pouvons conclure que cette élection a été crédible. Et ça a été régulière, comme je l'ai dit. Espérons que les acteurs politiques acceptent les verdicts des urnes. Parce que, d'abord, comme je l'avais dit, Burkina a quand même fait un grand travail d'accepter une innovation, la biométrie, qui va permettre à ce que chaque acteur politique croit dans la biométrie et dans cette élection. Répartis en 5 groupes, les observateurs ont sillonné les 10 provinces électorales, dont 426 bureaux de vote. En dehors de quelques incidents qu'ils qualifient de mineurs, ils jugent l'ensemble du scrutin assez crédible et transparent. L'on n'attend plus que le verdict des urnes. Cette mission du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est la deuxième mission du genre au Burkina Faso, après celle de décembre 2010 pour les élections présidentielles.
Et de son côté, le collectif des ONG africaines a livré les conclusions de ces travaux. Ils sont venus de 10 pays et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan est satisfaisant. Ces propos sont recueillis par Karim Damouanou. Vu les 200 bureaux de vote que nous avons visités, les aspects positifs l'emportent largement sur les aspects négatifs. Donc en un mot, le bilan est positif. Les aspects positifs, par exemple, la sortie massive des électeurs. Très tôt déjà, avant 6 heures, on constate déjà des rangs devant les bureaux de vote et la patience surtout avec laquelle ils attendent leur tour pour voter. C'est un des atouts qui témoigne la maturité des électeurs burkinabés et surtout l'espérance pour la première fois d'une élection couplée. Vraiment, nous tirons chapeau aux organisateurs. Et à l'initiative du gouvernement a été lancée une opération de restauration de l'instruction civique dans les écoles primaires et lycées de notre pays. Le ministre en charge de l'éducation nationale était pour la circonstance dans les écoles de la ville de Ouagadougou. Le compte-rendu est de Nathalie Sawargo Nabaloum et Safiatou Tamboula. C'est parti pour la pratique du cours d'instruction civique dans toutes les écoles primaires publiques et privées du Burkina Faso. C'est à l'école Gonger Nord que le ministre est allé lancer la pratique de la leçon d'instruction civique. Désormais, ce module est intégré dans le programme de l'éducation nationale. La problématique, c'est surtout la problématique de la paix. Donc c'est vraiment la critique de la paix, de la citoyenneté, mais surtout comment on peut construire avec la paix, la citoyenneté dans un Burkina, pour un Burkina en tout cas émergent, parce que dans le sens où le pays devrait être plutôt un socle de solidarité. Message bien reçu par les élèves qui ont fait des démonstrations d'une résolution de crise. Ils se sont engagés devant le ministre à cultiver la paix partout où ils seront. La paix, c'est le calme, la tranquillité, l'entente entre les gens, les pays. Nous avons décidé de faire la paix dans les classes, dans les maisons et partout. Après Gonger Nord, le ministre et son équipe se sont rendus à l'école Nelson A de Sissin. Même scénario, mais cette fois avec un autre sujet qui est la solidarité. C'est un prélude à la fête de l'indépendance que le ministère a décidé d'instaurer cette formation civique dans toutes les écoles primaires du Burkina Faso. Et de son côté, le ministre des enseignements secondaires et supérieurs était au lycée municipal Rimvougré de Ouagadougou. Moussa Ouattara y est allé pour la même cause et nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. La 5e réunion du suivi de l'accord de coopération militaire et technique entre le Burkina Faso et le Mali s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Une rencontre de 48 heures qui va permettre aux deux parties d'évaluer les actions menées et d'examiner les possibilités d'élargissement du champ de coopération. Symphorien Somda. La vitalité des relations fraternelles et professionnelles entre l'armée burkinabé et malienne s'exprime à travers le protocole d'accord de coopération signé le 24 mars 2006. À la suite, un comité mixte a été mis en place pour en assurer son suivi et sa mise en œuvre. Cette rencontre de Ouagadougou devra passer en revue tous les aspects de l'accord et contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Par ailleurs, le comité va examiner les possibilités d'élargissement de la coopération militaire. C'est notamment l'occasion de se réjouir de l'intensification je dirais des échanges entre les armées des deux pays et surtout de la coopération entre les armées des deux pays dans cette période où les questions sécuritaires, comme on le voit, sont aussi, sinon plus importantes même que la problématique des questions de développement que l'on se pose souvent. La coopération militaire entre le Burkina et le Mali se matérialise par les échanges de stagiaires entre les deux armées, l'intensification des visites mutuelles d'autorités militaires et la participation conjointe aux manœuvres dans le cadre multinational de l'USAFRICOM et de la force en attente de la CEDEAO. Cette réunion est placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabéré Traoré, représentant le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Burkina.
Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale veut se doter d'un plan d'action et d'un document de politique sectorielle. Les spécialistes du domaine de la diplomatie de notre pays se sont retrouvés ce matin pour en discuter. Les conclusions des travaux seront soumises à l'appréciation du Conseil des ministres. Oumou Sissé et Nyar Kiteda. Entrepris depuis mars 2011, l'avant-projet d'élaboration des documents de politique sectorielle et du plan d'action du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale est à sa phase d'adoption. Le document définit les axes stratégiques et propose un ensemble de 3 programmes. Il s'agit de la consolidation des acquis du Burkina en matière de diplomatie, la participation du Burkina Faso au processus d'intégration régionale et le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles du ministère. Ce document est un moyen de réalisation de la vision du ministère. La vision voulue par la diplomatie que nous proposons à l'appréciation du gouvernement et pour le moment aux participants est celle de faire du Burkina un pays émergent qui consolide sa place et son rayonnement au plan international et contribue en conséquence au développement et à la prospérité du Burkina Faso. Cet atelier de validation est la dernière étape du processus avant l'introduction du document en Conseil des ministres pour son adoption. La République islamique d'Égypte vient de remettre un lot de matériel informatique au ministère des Affaires étrangères, à la Commission nationale pour la francophonie et au ministère en charge de l'éducation nationale. Une initiative qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces structures. C'est Sylvestre Daf. 9 ordinateurs de bureau au profit des différentes institutions du Burkina Faso. C'est un geste symbolique de la République islamique d'Égypte. Ces ordinateurs seront répartis entre la Commission nationale pour la francophonie, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'Égypte et le Burkina Faso, elles sont frères dans toutes les occasions. Il faut se rapprocher, être ensemble dans les routes de développement et dans tous les domaines de la vie. Les petits cadeaux, c'est un symbolique des grandes cures et grands sentiments, grandes relations, toujours liées les deux pays frères. L'ambassadeur d'Égypte a voulu accompagner la Commission nationale pour la francophonie et je vois qu'il a pu englober ce projet pour nous trouver quelques appuis techniques. Pour ma part, au nom du ministre des Affaires étrangères, je lui ai dit merci, je dis encore merci. Et je vais dispatcher le matériel informatique remis à la Commission nationale pour la francophonie et au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Et je pense que ce pas qu'il vient de débuter sera suivi par d'autres. Ce matériel vient en appui à la dynamisation du centre multimédia de la Commission nationale pour la francophonie ainsi que des différentes structures bénéficiaires. Ce geste d'amitié entre l'Égypte et le Burkina Faso a été possible grâce au soutien du Fonds égyptien de coopération technique. L'ambassadeur d'Australie était la semaine dernière dans la province du Sangé, William Billy Williams. Il est allé visiter les réalisations du projet de soutien aux producteurs maraîchers, un projet financé par le biais de la société minière Middle Island Resources qui est en phase d'exploration dans la région et soutenu par l'ONG Eau Vive. Commentaire Frédéric Etienne Bassenga. Le groupement Yisso Tchené de la commune de Dassa respire l'air de l'irrigation goutte à goutte. En pleine phase d'installation sur ce périmètre d'un hectare, la révolution est amorcée. À la force des bras va s'ajouter l'ingéniosité de ces techniques culturelles pour faire vivre à ces populations des instants presque inespérés. Si on travaille avec le château là, on va avoir beaucoup des oignons même, des aubergines violentes. On va avoir des gombos, on peut faire tout dans ce jardin, le nom de goutte à goutte là. Le champ école de Dassa, exploité par un groupement féminin, applique aussi le goutte à goutte pour optimiser la ressource en eau. On va apprendre aux maraîchers de la commune et comment délimiter les périmètres d'irrigation goutte à goutte, comment il faut poser le système et avant de poser le système, comment il faut procéder pour l'amendement. Si le goutte à goutte fait la fierté de Dassa, c'est grâce à l'engagement financier de la société minière Middle Island Resources, du gouvernement australien et l'appui technique de l'ONG Eau Vive. Gérer le financement, accompagner la commune dans sa maîtrise d'ouvrage communal et puis surtout suivre aussi au niveau des populations pour que cette nouvelle technologie puisse réellement être appropriée.
C'est surtout à ce niveau-là que notre accompagnement se fait sentir. Sur les traces de leurs investissements, l'ambassadeur de l'Australie au Burkina Faso affiche le sourire d'un lendemain de victoire. L'engagement des producteurs séduit le diplomate. Ce que j'ai vu, ça m'a vraiment réjoui. Et surtout, je suis inspirée par tout l'engagement démontré par tous les partenaires. Donc, je vois ce projet comme étant très important au niveau de la gestion de l'eau et puis pour construire une meilleure activité économique pour la commune. Le maire de Dassa n'a qu'un seul mot. Le partenariat doit se poursuivre pour relever d'autres défis. Les producteurs maraîchers ont reçu de quoi produire pour approvisionner les marchés. À Pouni Nord, dans la commune de Didi, les financements australiens ont permis la mise en place d'une adduction d'eau potable afin de rapprocher le liquide précieux des populations. Ici, on caresse l'espoir de voir l'amitié entre Australiens et Burkinabés se renforcer pour remporter d'autres succès. Des spécialistes du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel sont en conclave dans notre pays. C'est à la faveur de la 28e réunion du réseau de prévention des crises alimentaires et de l'initiative Agir. Il y est question pour eux de réfléchir aux voies et moyens de juguler les crises alimentaires dans les différents États membres. Sali Nana. Après plus de 20 années d'expérience dans la prévision et la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS et ses partenaires poursuivent leurs initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Cette semaine du Sahel réunit ici à Ouagadougou des experts de 17 pays de l'espace SILS et CEDEAO. Il s'agira pour les participants de passer en revue l'état de la production des pays concernés. Les premières informations que nous avons, c'est que globalement, la situation de la production agricole dans l'ensemble des États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est bonne, voire même très bonne. Même s'il y a des céréales, même s'il y a de la nourriture sur les marchés, est-ce que ces aliments sont accessibles aux consommateurs? Est-ce que les populations ont la capacité de pouvoir avoir accès à ces aliments? Donc je crois que cet élément va être analysé par l'ensemble des experts et voir tous les facteurs qui influent, n'est-ce pas, sur l'accessibilité. La réunion de Ouagadougou consacre également la tenue de la 28e réunion annuelle du réseau des préventions des crises alimentaires sous le thème « Maîtrise de l'eau et de la sécurité alimentaire ». L'intensité des crises est amplifiée par des contraintes structurelles qui nécessitent un plus grand engagement pour trouver des solutions durables. En effet, les 4 dimensions de la sécurité alimentaire que sont la disponibilité de produits alimentaires, l'utilisation qui en est faite, l'accès à la nourriture et la qualité de la nutrition restent problématiques dans les pays du Sahel. C'est donc dire, mesdames et messieurs, que pour apporter des réponses globales et à long terme, l'insécurité alimentaire doit être appréhendée dans toutes ses dimensions. Au sortir de la rencontre, des solutions pertinentes seront proposées en vue d'accroître la maîtrise et la mobilisation de l'eau dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et comme je l'annonçais en début de journal, je reçois donc pour vous le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le professeur Alou-Ouseni Bretodo. Bonsoir professeur. Bonsoir. Comment se porte le SILS actuellement? Pour répondre à votre question, je vais vous donner quelques indicateurs qui vous permettront vous-même de juger, n'est-ce pas, de l'état du SILS. Premièrement, d'abord, aujourd'hui, la gouvernance s'est améliorée et les États sont en train de s'acquitter de leurs cotisations. Et ceux qui avaient des arriérés ont commencé à les payer. Ça, c'est un indicateur, je crois, qui en dit long. Et la plupart, n'est-ce pas, des autorités, des États assistent aux différentes instances du SILS qui se tiennent relativement régulièrement. Et le clou de des indicateurs, c'est que le SILS passe de 9 États à 13 États avec l'adhésion de 4 États, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Togo. Alors, il se tient à Ouagadougou justement sous l'égide du SILS, la 28e réunion annuelle des réseaux de prévention des crises alimentaires. Quels sont les enjeux de cette réunion? Effectivement, vous savez, depuis hier, depuis aujourd'hui, nous avons la semaine
du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui est présidé par son Excellence le président de la République du Faso, son Excellence M. Blaise Compaoré, qui a accepté vraiment de présider cette semaine et qui est parrainé également par l'UEMOA. Et au cours de cette semaine, en fait, il y a plusieurs événements. Et un des événements majeurs, c'est la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires qui annuellement se penche sur la situation de la production agricole à cette période et examine en même temps les questions d'accessibilité. Et justement, un des premiers indicateurs de la sécurité alimentaire, c'est de voir est-ce que les pays, est-ce que les producteurs ont produit. Et justement, nous sommes aujourd'hui en joie de dire que dans la plupart des États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la production, comme je le disais tout à l'heure dans votre élément, est bonne et souvent même très bonne. Mais cela ne veut pas dire que la sécurité alimentaire est pour autant assurée. Si vous vous rappelez, en 2010, il y avait beaucoup de céréales sur les marchés, mais les prix étaient inaccessibles. Donc je pense que nous allons examiner encore, n'est-ce pas, cette question de l'accessibilité et voir comment cette production assez bonne qui, je le dis au passage, est passée d'une augmentation de 4%, de 7% par exemple pour un pays comme le Mali, à plus de 124% pour un pays comme le Tchad par rapport à la production de l'année passée. Donc la production dans les États du Sahel est à peu près estimée à plus de 17 500 000 tonnes, soit une augmentation de 35% par rapport à la production de l'année passée, ce qui est quand même un chiffre record. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, la répartition géospatiale de toute cette production, est-ce qu'elle est un peu équitable? Parce qu'on a peut-être l'impression que l'on a produit beaucoup dans certains pays, et par contre, il y a eu des pays peut-être où il y a déficit, et comment gérer cela? Effectivement, cette année, c'est qu'on a produit presque dans tous les pays. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de certains pays, par exemple dans certaines zones du Niger, dans certaines zones du Sénégal et de la Mauritanie, dans des zones très très petites, il y a vraiment un déficit de production et ces zones ont connu, n'est-ce pas, quelques problèmes de production. Ensuite, si vous prenez dans les cas des zones d'inondation, les productions ont souvent été totalement perdues. Alors comment gérer tout cela? Comment s'y mettre? Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on produit d'abord l'information. Il faut que tous les acteurs sachent quelle est la situation de la production. Et je crois que ce premier indicateur va conditionner l'accessibilité. Puisque si on sait que la production est bonne, généralement, les marchés peuvent fonctionner librement. Comme vous le savez, il y a souvent certains opérateurs qui font de la rétention. De la spéculation. Voilà. Bon, donc je pense que nous produisons l'information et nous essayons de la diffuser au maximum. Et ensuite, il y a quand même un élément important, c'est qu'il y a la solidarité entre les États. Et je pense que le socle même de la création du CILS est la solidarité. Et puis il y a cette initiative Agir dont on vient de parler au cours de ce reportage. En quoi consiste-t-il? Apparemment c'est un nouvel élément de gestion des crises alimentaires. Bon, je crois que si on analyse un tout petit peu la situation de l'aide depuis dans nos États, comme notre réseau s'appelle, il s'appelle le réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires. Donc comme nous avons eu à gérer la plupart du temps des crises alimentaires, nous avons bénéficié dans nos États de l'aide alimentaire. Et justement, nous savons que l'aide alimentaire ne permet pas vraiment aux gens de se développer. Et c'est pour ça que, de commun accord, sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA, avec l'expertise du CILS et du Club du Sahel, nous sommes en train de mobiliser l'ensemble des partenaires, notamment l'Union européenne, l'USAID et tous les autres partenaires, la France, pour vraiment envisager un grand programme d'investissement au niveau du secteur agricole. Et je crois que c'est la seule manière de renforcer la résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable au niveau de notre espace sahélien et ouest-africain. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments d'information sur ce gros programme dont vous parlez? Oui, ce programme, il va être axé essentiellement sur l'investissement autour de la maîtrise, par exemple, de l'eau. Ça, c'est un axe majeur. Je crois que sans eau, on sait que d'abord, il n'y a pas de vie simplement, mais il n'y aura jamais d'agriculture. Et c'est pour ça que, si vous prenez par exemple au niveau du Burkina, la politique aujourd'hui de maîtrise de l'eau est une politique exemplaire au niveau de notre sous-espace. Et je pense qu'il faudrait renforcer, encore consolider tous ces acquis pour pouvoir assurer vraiment le maximum de production et en ce temps vraiment diminuer, je dirais, l'insécurité alimentaire. On a noté au cours de la réunion, on l'a vu, beaucoup de partenaires au développement. Est-ce qu'ils sont toujours prêts? Est-ce qu'ils ne sont pas lassés de nous aider et de voir que les efforts continuent d'être assez nombreux à fournir? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Est-ce qu'ils comptent toujours nous aider? Je crois qu'effectivement, c'est la question, puisque
ils sont là de nous aider, ils sont fatigués de nous aider, il faut trouver un moyen pour qu'ils ne nous aident plus. Et justement, pour que vraiment ils cessent de nous aider, puisque actuellement, effectivement, ils sont très fatigués et les aides viennent vraiment à compte-gouttes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut s'attaquer à un programme, n'est-ce pas, d'investissement au niveau du secteur agricole. Puisque sans investissement, la machine agricole ne peut pas produire. Mais, comme je le dis, pour soutenir cet investissement, il faut que nous développions des politiques pour que les bénéfices générés par ces investissements puissent être régulièrement répartis, équitablement répartis entre les différents acteurs de chaque filière. Si on fait des investissements dans la filière riz, tous les bénéfices générés par ces investissements doivent être partagés entre tous les acteurs. Il ne faudrait pas que certains acteurs s'approprient. Or, malheureusement, vous savez, les acteurs n'ont pas les mêmes capacités et souvent les agriculteurs sont les plus lésés dans ces négociations puisqu'ils n'ont pas de renforcement de capacité. Alors, comment se déroule justement la campagne menée dans le cadre de la lutte contre ces crises alimentaires? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que tous les pays adhèrent? Les différentes politiques élaborées par les différents pays et même par l'UEMOA, je crois, la politique agricole, est-ce que cela peut être une solution à la crise alimentaire? Je crois que nous sommes aujourd'hui à une période vraiment où on fait une harmonisation de l'ensemble des politiques, de l'ensemble des actions au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, du SILS et de toutes les autres OIG de la place. Et je pense que la raison de satisfaction que nous pouvons avoir, c'est que le leadership aujourd'hui réaffirmé nous permet de contenir les crises alimentaires. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes la seule région en Afrique où nous ne sommes pas surpris d'abord par des crises alimentaires. Nous anticipons. Et la capacité d'anticipation aujourd'hui, au regard de l'expertise développée dans les États de l'Afrique de l'Ouest, dans les États du Sahel, par le système Agrimet, par le système du SILS, sont suffisamment, je dirais, avancés pour nous prévenir vraiment d'une situation alimentaire, je dirais, grave. Dans tous les cas, si elle doit nous arriver, on le saura depuis le mois de juin. Alors, professeur, un dernier message à l'endroit de tous les participants du moins, et des partenaires au développement qui nous écoutent. Je crois que ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que vraiment nous devons tous converger vers la sauvegarde vraiment du système agricole traditionnel, de la petite agriculture. Je crois qu'il faut repenser un nouveau système pour que les dividendes vraiment enregistrés par le développement ou les investissements agricoles puissent, je vous disais tout à l'heure, partager équitablement, mais que ça puisse mieux profiter, je crois, aux paysans. Puisque je pense, j'estime, et tous les acteurs savent que les paysans sont malheureusement les plus lésés, et je crois qu'ils doivent être sur ce plan aidés. Merci, professeur, d'être passé nous donner des éléments d'information sur ces importantes réunions du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, réunions qui se tiennent à Ouagadougou et qui se poursuivent demain et après-demain. Merci bien, professeur. Cela dit, suite de cette édition, le 23e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant a été commémoré en différé à Koubri dans le Kadiogo. Au centre des préoccupations, la situation des enfants victimes justement de la crise alimentaire. Ça vient tout en bout là. Célébrée le 20 novembre de chaque année, la commémoration de la Convention relative aux droits de l'enfant offre l'occasion à tous les acteurs qui œuvrent en faveur de l'amélioration de la situation des enfants de se pencher sur la situation critique des enfants. Et ceci à travers l'organisation d'activités de protection et de promotion des droits de l'enfant. Au Burkina Faso, la commémoration de cette journée vise à interpeller ces acteurs à conjuguer davantage les efforts pour combattre les fléaux qui affectent la vie quotidienne des enfants. Nous avons placé l'anniversaire de cette année sous le thème de la prise en charge des enfants dans les situations de catastrophe. Et comme l'année dernière, nous avons eu vraiment une crise alimentaire assez importante, nous savons que les enfants ont été très éprouvés parce que quand il n'y a pas à manger, la part des enfants diminue et surtout on ne trouve pas tous les nutriments nécessaires dans l'alimentation. Et donc ça nous permet de sensibiliser les populations sur la nécessité en tout cas de bien alimenter les enfants si on veut qu'ils puissent jouer leur rôle et être en bonne santé. Différents acteurs non gouvernementaux apportent leur soutien à la politique du gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant au Burkina Faso. C'est l'occasion pour nous, membres du réseau Force, de renouveler notre disponibilité à accompagner le ministère de l'Action sociale
dans la recherche du respect des droits de l'enfant au Burkina. La commémoration de cette 23e journée a servi d'occasion au réseau Force de lancer son site web dont l'adresse est la suivante: www.réseau-force.org, ce qui permettra aux populations d'avoir des informations sur ce qui se fait en matière des droits de l'enfant au Burkina Faso. Et le projet Paris-Bamako-Ouagadougou a clos ses activités. Il a permis aux acteurs du processus de développer des stratégies municipales en santé en faveur des villes de Ouagadougou et de Bamako grâce à l'expertise des spécialistes français du domaine. Le compte-rendu est de Oumou Sissé et Nyarkiteda. Le projet Paris-Bamako arrive à son terme. Débuté le 1er janvier 2010, ce projet de coopération a permis de promouvoir et d'améliorer le système de santé primaire dans les villes de Ouagadougou et de Bamako avec l'expertise technique de la ville de Paris et de l'appui financier de l'Union européenne. Le projet Paris-Bamako-Ouagadougou a été d'un apport considérable tant sur le plan d'appui au développement de stratégies municipales de santé à Bamako et à Ouagadougou que sur le plan de renforcement des compétences des principaux acteurs de la santé dans le cadre de la décentralisation. Il s'agissait alors pour les acteurs réunis ici à Ouagadougou de faire le point des 3 ans de vie du projet afin de dégager les forces et les faiblesses ainsi que les perspectives pour les villes de Ouagadougou et de Bamako. Le premier forum de la concurrence s'est tenu le 27 novembre dernier dans notre capitale. Il était organisé par l'UEMOA et a permis aux spécialistes du domaine d'échanger leurs expériences en matière de réformes envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence. Estelle Judith Assokba. La Commission économique et monétaire ouest-africaine UEMOA avait mis en place un dispositif communautaire en matière de concurrence. Et selon les textes de l'Union, seule la Commission a l'exclusivité de la gestion des questions de concurrence dans l'espace UEMOA. Mais dans la pratique, ce dispositif connaît des difficultés de fonctionnement. Pour lever ce goulot d'étranglement et donner une nouvelle dynamique à la concurrence, l'UEMOA s'est engagé dans un processus de révision du cadre institutionnel de mise en œuvre des règles communautaires de commerce. Les questions de concurrence sont très importantes lorsque l'on construit un marché commun et que l'on veut faire de ce marché commun un marché attractif et concurrentiel de manière à ce que les investisseurs puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils arrivent dans ce marché-là. Et c'est pourquoi donc nous avons commencé à faire la réforme de notre dispositif. Nous avons fait faire une étude. Les conclusions de cette étude ont été présentées devant les différents États qui ont organisé des rencontres nationales autour de ce dispositif-là. Et aujourd'hui, ceux qui sont chargés de la concurrence vont se retrouver pour échanger sur le dispositif que nous sommes en train de proposer pour donner une meilleure assise à la concurrence dans notre espace. À ce premier forum régional, les directeurs chargés de la concurrence, les opérateurs et les régulateurs des marchés publics du secteur des télécommunications des États membres de l'espace UEMOA vont échanger sur le cadre institutionnel de mise en œuvre des règles communautaires de concurrence en cours. Les participants à ce forum vont aussi créer un réseau de compétences sur lequel la Commission et l'ensemble des États s'appuieront en vue de promouvoir le droit communautaire de commerce dans l'Union. Cela pour le bonheur de l'ensemble des entreprises de l'espace UEMOA et également pour le bonheur des consommateurs. L'Union nationale des syndicats libres du Burkina se lance un nouveau défi. Il s'agit pour lui d'organiser les agents de sécurité en syndicats capables de défendre les intérêts des membres. Raison pour laquelle s'est tenue une assemblée générale pour les y inciter. Contribuer au mieux-être des agents de sécurité, c'est le nouveau défi de l'Union nationale des syndicats libres du Burkina Faso. Un défi qu'elle compte relever par la mise en place d'un syndicat national de la sécurité privée SYNASEP à travers cette assemblée générale. Et ce syndicat aura désormais pour mission la défense des intérêts matériels et moraux des agents de sécurité au Burkina Faso. Nous avions voulu quand même organiser ces vigiles qui sont assez nombreux à Ouagadougou, qui rendent beaucoup de services et qui, en fait, nous pensons que ce sont des gardiens des héritages de ce pays-là. Il faut les organiser afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir défendre leurs droits. Très souvent, ils sont très mal payés, ils ne sont pas déclarés à la caisse et la moindre erreur, tu es licencié sans droit. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas une organisation qui les surveille, qui les protège, que cela arrive toujours. Et notre devoir, c'est de les organiser et prendre contact avec les employeurs afin qu'il y ait un dialogue permanent
entre notre syndicat et ses responsables de gardiennage-là, afin d'éviter effectivement ces licenciements abusifs. Cette rencontre est aussi un cadre de partage de connaissances entre les agents de sécurité et les autres acteurs du monde syndical sur leurs droits et devoirs. C'est une bonne chose d'être organisé de telle sorte que tout le monde soit protégé, être en sécurité dans le travail et que les employeurs aussi soient vraiment rassurés que le travail sera bien fait. Communément appelés vigiles et employés par des structures de gardiennage privées, les agents de sécurité sont confrontés à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités et ces difficultés mettent souvent en péril leur vie. La naissance du syndicat national de la sécurité privée vient alors contribuer non seulement à renforcer leurs capacités d'action et d'intervention, mais aussi à mieux organiser les métiers d'agents de sécurité au Burkina Faso. La troisième édition du festival de la grillade de la viande de Ouagadougou s'est déroulée du 22 au 25 novembre dernier. Des professionnels du domaine se sont retrouvés pour la circonstance et ont démontré leur savoir-faire en matière de transformation et de valorisation des produits de l'élevage. Le commentaire est de Nyar Kiteda. De la grillade made in Burkina Faso, la Maison du Peuple a encore vibré cette année au rythme du festival de la grillade de Ouagadougou. Troisième édition du genre, le Festigri est une foire gastronomique qui regroupe des professionnels de la grillade. Cette année, près de 150 grilleurs ont répondu à l'appel des initiateurs. Entre animation et vente de poulet prêts à consommer, les festivaliers ont pendant 4 jours saisi cette opportunité pour faire découvrir les savoir-faire dans le domaine de la grillade et se tirer surtout d'affaires. En ce jour, je suis dans la joie d'assister à Festigri. Depuis les temps où nous avons travaillé, nous remercions à tout le comité d'organisation. Je voulais lancer un appel aux partenaires et surtout aux partenaires qui ne ménagent aucun effort chaque année à la soutenir, de continuer à la soutenir pour qu'elle puisse valoriser le secteur de l'élevage. Pour la troisième année consécutive, les organisateurs ont bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, du ministère des Ressources animales et des engagements nationaux. L'ambition de tous, valoriser et promouvoir l'activité des grilleurs en leur offrant des cadres d'échange et d'expression. Festigri qui est connu de tous, aujourd'hui, comme je l'ai constaté durant ces 4 jours, me donne encore un grand courage d'amorcer immédiatement après la clôture des préparatifs de cette troisième édition, la 4e édition du Festigri en 2013. En effet, Festigri vise comme objectif majeur l'amélioration de la transformation des produits de l'élevage. Il met en compétition d'éminents grilleurs qui ne cherchent que la satisfaction de la clientèle. La troisième édition qui allie à la fois festival et recherche de qualité a permis d'outiller les grilleurs de techniques de transformation, mais également de primer les meilleurs qui se sont illustrés tout le long de Festigri. L'hygiène, les méthodes de transformation, les chiffres d'affaires, le goût et la présentation des mets ont été les critères de notation. Et le festival Denke Denke débute le 6 décembre prochain à Dori dans le Séno. De nombreuses troupes traditionnelles sont attendues à cette manifestation culturelle qui a pris des galons au fil des ans. Le promoteur donne de plus amples détails au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Nous faisons appel à plusieurs groupes artistiques, que ce soit des vedettes de la chanson moderne, que ce soit des troupes traditionnelles du Burkina et également de l'Afrique. Nous avons les troupes traditionnelles de Dori et de Djibo. Nous aurons de la danse Boaba avec Wetian Dambélé. Nous aurons beaucoup de danses du plateau Mossi, Liwaga, Ouire, Wedbinde, Warba avec quelqu'un comme Des Altino. Et bien sûr du Denke Denke avec des artistes comme Diko Fils ou Amadou Diko. Et nous avons donc côté africain l'héritier d'Ali Farka Touré
que Ali Farka Touré a formé pendant donc une trentaine d'années et qui est aujourd'hui le porte-flambeau de cette musique que Feu Farka a toujours promis, à savoir Afel Bokoum, qui sera là avec tous ces musiciens qui jouaient donc avec Ali Farka Touré. Et puis, puisque nous parlons donc de valorisation des danses traditionnelles, nous avons également fait appel au roi donc du Zoblazo, Mewe, qui sera là donc avec la danse Apollo de la Côte d'Ivoire. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, a reçu cet après-midi 3 délégations. Il s'agit d'une délégation du gouvernement malien, une délégation du groupe armé MNLA et une autre du groupe Ansardine. Ces échanges marquent le début de négociations et visent à créer un cadre formel pour la poursuite des négociations en vue d'une sortie de crise. La rencontre qui vient juste de prendre fin a été sanctionnée par un communiqué final lu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso. À l'occasion de ces contacts préliminaires, le médiateur a rappelé aux 3 délégations les exigences de la CEDEAO et de la communauté internationale pour la résolution de la crise malienne. La délégation gouvernementale a réaffirmé que l'engagement à respecter l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la forme républicaine et la laïcité est un préalable à l'ouverture du... Les 2 groupes armés maliens ont réitéré leur disponibilité au dialogue et ont exprimé aux médiateurs et à la délégation gouvernementale leurs revendications. Après des échanges ouverts, francs et fraternels, les 3 délégations ont reconnu la nécessité de créer un cadre de dialogue intermalien inclusif, impliquant les représentants des différentes communautés vivant au nord du Mali. Dans le cadre de ce dialogue, les délégations conviennent de se conformer aux principes ci-après. Le recours au dialogue et à la négociation pour le règlement politique de la crise pour une solution définitive et équitable de la crise. Le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, des libertés fondamentales et religieuses, le respect de l'égalité entre les citoyens maliens, le rejet de toute forme d'extrémisme et de terrorisme, le respect des communautés maliennes. En vue d'un dialogue utile et constructif, elle convient en outre d'observer une cessation des hostilités, d'éviter toute forme d'exaction et de violence à l'égard des populations civiles et toute forme d'incitation à la violence, de créer les conditions nécessaires au retour des réfugiés et des personnes déplacées, de créer un environnement de sécurité, débarrassé de toute forme de terrorisme et de criminalité transfrontalière organisée. Les différentes délégations conviennent de se retrouver à une date qui sera fixée par le médiateur de la CEDEAO en vue de formaliser le cadre du dialogue intermalien. À l'issue des échanges, les 3 délégations ont réitéré leur gratitude au médiateur de la CEDEAO, au médiateur associé de la CEDEAO, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, au président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Alassane Ouattara, au secrétaire général de l'OCI, pour leurs efforts visant à promouvoir le dialogue entre les Maliens. Et puis en sport football, les étalons cadets ont été battus par les Aiglons de Tunisie samedi dernier par le score de 3-0. Le résumé de la rencontre avec Malik Nidjema et Jérôme Tiendrebeu. Le statut de qualifié virtuel que les étalons cadets ont endossé à l'issue du match aller du 3e tour qualificatif pour Maroc 2013 pour la défense de leur titre de champion d'Afrique n'aura duré que l'intervalle de 2 matchs. Le service minimal assuré au stade du 4 août a été vite anéanti par les Aiglons dès la 3e minute de jeu. Sur ce corner décomposé à la rémoise et mal négocié par le portier burkinabé, Othman Baedine
cogne la balle pour donner l'avantage à son équipe et tourner le vent de la qualification en faveur des Carthaginois. Alors que l'on s'attendait à une réaction des garçons de Mokhtar Barou, ce sont les rouges et blancs qui se font maîtres incontestés du milieu de terrain. Il y a Sawadogo qui revient de blessure et sur qui pèse la responsabilité d'en finir avec Ben Hassen et sa ligne défensive est sévrée en ballon. Les Aiglons exploitent à fond les remontées de balles par les couloirs et sur une longue passe de Gapsi Mayer sur le côté droit. Ajassem est servi dans le dos de la défense. Il se présente sous forte escorte verte face à Mohamed Koudankou qui ne peut que constater les dégâts causés par le lob du Tunisien. Nous jouons 26 minutes. Ismaël Bandé et ses camarades doivent réduire le score pour arracher l'égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs, mais toutes leurs initiatives sont vouées à l'échec. Et c'est sur ce score de 2-0 pour les Aiglons que l'arbitre marocain met un terme à la première partie des explications. Mokhtar Barou et son adjoint Alain Nana ont dû tenir un langage galvanisant aux étalons dans les vestiaires. Ils en reviennent plus que jamais décidés d'inscrire ce but qui prolongerait les débats. Ilyas Sawadogo but sur Ben Hassen à la 48e minute. Cette occasion verte a donné des sueurs froides aux Aiglons qui ont mesuré toute la menace qui pèse sur eux en cas de réduction du score. La solution est donc de consolider les acquis. À la 54e minute, Jebeli Chieb fait un appel de balle qui déroute la défense des étalons. Il va porter le coup de massue qui amenuise, sinon qui réduit à néant les espoirs de l'adversaire. Mais Mokhtar Barou veut encore y croire. Dans le secret espoir d'inscrire 2 buts dans des conditions aussi difficiles que celles qui se présentent à lui, il sort Gafa Sirima pour Zoumana Traoré à la 55e minute, puis Ilyas Sawadogo pour Papa Omar Silla à l'heure de jeu. Ismaël Karambiri, décisif au match aller, fera parler de lui, mais pas en bien. Il parvient à faire le plus difficile avant de manquer la cible à 10 mètres. C'est cela, rater un éléphant dans un couloir. S'il avait réussi, le match aurait pris sans doute une toute autre tournure. La crise de confiance a eu le temps de bien s'installer. Quelques minutes plus tard, il récidive sur une occasion nette. Le moral de toute la troupe de Barou s'en trouve littéralement entamé. Les esprits s'échauffent. Zoumana Traoré est expulsé à la 86e minute. Réduit à 10, la mission devient impossible pour les étalons qui plient l'échine 3-0. Sur l'ensemble des deux matchs, les étalons ont perdu 4-2 sur le terrain et donc éliminés de la course à Maroc 2013. À moins que les réserves formulées par la partie burkinabé sur 8 joueurs tunisiens ne livrent un autre verdict plus tard. Ce fait de société pour refermer cette édition. En Nouvelle-Zélande, un homme de 65 ans avait perdu la vue en juin dernier après avoir consommé de la vodka à l'excès. Alors qu'il fêtait les 50 ans de mariage de ses parents, il les a arrosés de quelques verres de vodka, puis il est retourné dans sa chambre et se serait retrouvé dans le noir. J'avais un verre dans le nez, donc j'ai cru que la nuit tombait déjà, mais en réalité, il n'était que 15h30, explique-t-il. J'ai tâtonné dans la chambre pour trouver l'interrupteur, mais j'étais devenu complètement aveugle, a-t-il ajouté. L'homme a été ensuite transporté à l'hôpital afin de comprendre les raisons de sa perte de vue soudaine. Après avoir examiné le malade, les médecins ont remarqué une forte concentration de formol due à une consommation de méthanol. C'est ici que l'histoire prend une tournure plutôt incroyable. Pour soigner le mal par le mal, les médecins auraient décidé d'utiliser de l'éthanol, alcool présent dans les spiritueux, et faute d'une quantité suffisante d'éthanol médical pour soigner le malade, une bouteille de whisky aurait été acheté et le contenu administré grâce à un tube nasal relié à l'estomac. C'était un bon whisky selon le patient. Après 5 jours de traitement, l'homme a retrouvé la vue. Diabétique, le mélange médicaments et alcool pourrait être à l'origine de cette perte passagère de la vue. Ne faites pas ce que j'ai fait ou vous mourrez, a-t-il conclu. Reste tout de même que le whisky l'aura sauvé. Et comme quoi, et comme le disait ce penseur, l'alcool, c'est comme la beauté ou le confort, on s'y habitue et on n'y fait plus attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je souhaite de passer de bons moments en compagnie des programmes de la Nationale de l'Image et du Son.